chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque le coach est dans la rue. On est pas avec eux, mais on a pas de quoi d'être, ouais. Déjà, on va doit me le prendre. Il va zombie. Bla. Alors, quand Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Vendredi 19 juin de l'an 2026, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur Point Levé, consacré aux commentaires de Clément Adéoté Adéchian sur l'actualité politique nationale et internationale. Chers amis internautes, ce jour, on aura abordé 5 sujets. Dans un premier temps, la bataille judiciaire qui secoue le parti politique Les Démocrates derrière l'affrontement entre les camps de Nourenou Attiade et d'Éric Rondeté se joue bien plus qu'une querelle de leadership. C'est la question de l'avenir de la principale force d'opposition du pays qui est posée. Alors que la justice a confirmé Nourenou Attiade à la tête du parti politique, le camp Rondeté a décidé de poursuivre le combat en appel, prolongeant ainsi une crise interne qui expose au grand jour les fractures de la formation politique. En deuxième pan, chers amis internautes, on parlera des interrogations qui subsistent autour de la pertinence des ministres conseillers, entre ceux qui y voient un instrument de suivi, d'évaluation et d'accompagnement de l'action gouvernementale et ceux qui dénoncent une charge supplémentaire pour les finances publiques. Le débat est loin d'être clos sur les réseaux sociaux. Le troisième sujet qu'on aura décortiqué ce vendredi soir concerne le rapport du comité mixte bénino-nigérien chargé de travailler à la normalisation des relations entre Cotonou et Niamey. Sa remise est comme une étape déterminante dans le processus de rapprochement engagé entre les deux États après plusieurs années de crispation diplomatique. Chers amis internautes, notez que l'attaque terroriste ayant frappé la ville de Niamey a constitué un autre fait marquant de l'actualité régionale. Ce sera le quatrième sujet. Face à cette épreuve, les autorités béninoises ont réagi avec célérité. On en parlera. Et puis, le cinquième sujet, chers amis internautes, on parlera de la Coupe du Monde. Notez que les premiers matchs de groupe sont terminés. Clément Adéoté Adéchian aura à décrypter notamment ces premiers matchs et la participation des équipes africaines. Il nous fera un peu quelques prévisions sur les deuxièmes matchs en cours pour ce mondial 2026. Comme l'exercice l'exige depuis un certain temps, chers amis internautes, je serai avec Zakiat Latoundji. Zakiat Latoundji, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés. Clément Adéoté Adéchian, bonjour. Bonjour Kader. Je rappelle à nos Bonjour amis. Zakiat. Bonjour. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes chroniqueur, analyste politique et fondé du groupe de presse ESAE.
Merci Kader. Eh bien, vous avez fait le tour des différents sujets que nous allons aborder ensemble avec notre invité. Déjà, premier sujet, la bataille pour la présidence du parti Les Démocrates. Le sujet refait surface. Aujourd'hui, on peut simplement dire que la maison brûle de l'intérieur. Est-ce véritablement une guerre de personnes ou une guerre de vision? Première question, M. Clément Adéchian. Merci beaucoup, Zakiat. Ah oui, on peut le dire sans se tromper, qu'il y a effectivement crise, comme le dirait l'autre, dans la maison démocrate. Il y a crise, effectivement. Il y a crise avant les élections déjà. Il y a crise pendant et il y a crise après les élections. Et ça s'assimile bien à des épisodes que nous avons connus avec l'autre partie, la Renaissance du Bénin. Au Bénin aussi, même façon, même querelle de clocher, même bataille à l'interne, et avec les mêmes leaders qui sont retrouvés d'un côté, qui voudraient ne pas laisser le parti politique, mais pas avec les mêmes motivations. Et cette fois-ci. Alors, je confirme qu'effectivement, depuis que les problèmes de parrainage ont été soulevés pendant les élections, pendant le processus des élections présidentielles, la crise avait déjà commencé. Depuis que six anciens députés du groupe Les Démocrates avaient déjà rejoint le camp présidentiel pour se répartir soit sur la liste de l'UPR, soit sur la liste du BR, la crise s'est envenimée. Je peux dire que depuis qu'on a retrouvé pendant ce temps un certain nombre de leaders charismatiques des démocrates dansant, chantant avec le candidat Robert Godaï, il y avait crise. Depuis que le président Thomas Boni Yahi, président du parti emblématique, avait disparu, s'est mis au vert. A démissionné. Ou à Paris, s'est mis au vert, ou a démissionné, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. A démissionné de son poste de président. A observé un bon mutisme tranquille. En ce moment-là, déjà, il n'a pas pipé mot pendant la période électorale. Ou que son fils, d'ailleurs, et également avait fait allégeance de l'autre côté de la rivière. On peut déjà commencer par dire que la maison des démocrates avait déjà un trou profond et bien béat. Il faut le reconnaître. Alors, pour revenir maintenant à la bataille judiciaire, Éric Oulete est en bon droit de pouvoir saisir les juridictions quand il a été débouté. On sent qu'il est très motivé. C'est normal. Il cherche à obtenir gain de cause. Il a été débouté en première instance et il est de notoriété publique que lorsque vous vous engagez une bataille judiciaire, vous puissiez explorer tout ce qu'on appelle en droit, tous les degrés de juridiction. Le double degré, le triple degré de juridiction. Vous allez en appel. Vous ne gagnez pas, vous allez en cassation. Il a perdu en première instance. Il va en appel. Le document sera autrement évalué par 3 juges indépendants. Il ira en cassation s'il n'est pas content. Ça, c'est son droit absolu. Mais quelles sont ses motivations pour être autant Ses motivations, parce qu'il est premier vice-président au moment où le président Boniaï a démissionné du parti. Mais est-ce que sa légitimité aujourd'hui est encore tenable? Je ne parle pas encore de sa légitimité. Alors, il est premier vice-président. Il estime que tout le processus devant conduire à la mise en place de nouveaux organes institutionnels du parti doit être conduit par lui, par sa personne. Et il a estimé que ça n'a pas été respecté. Alors, il contre-attaque le processus qui a installé Nouréni Achadé en tant que président actuel du parti politique. Alors, les juges du tribunal de première instance ont estimé qu'il avait tout faux et que c'est les autres qui avaient raison. Alors, il fait appel. Il fait appel. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est quoi les motivations de Éric Oulete? C'est par contre les mêmes questions que j'ai envie de vous poser vous aussi, parce que je ne sais pas. Le plus sérieusement du monde, tu as choisi un camp. Et on l'a vu s'afficher ouvertement aux côtés du camp présidentiel. J'étais Éric Oulete dès lors que je me suis retrouvé avec le candidat et que j'ai fait allégeance et que j'accepte aujourd'hui jouer un rôle important dans la mouvance présidentielle. Je ne fais pas une bataille pour m'accrocher à un parti qui dit être de l'opposition. Parce que le but de la manœuvre au Bénin, ce n'est pas de terrer définitivement l'opposition. Qu'on se le fasse pour dire, si le président Talon a encouragé que les démocrates aillent aux élections en 2023, en ce temps-là, c'est exactement pour qu'au Bénin, il puisse y avoir un parti d'opposition qui ait une voix discordante à l'Assemblée nationale. Et je crois que si de Guélas, leurs dossiers n'ont pas été validés pour les élections législatives et que ce n'est pas les 20%, malheureusement, qui n'ont pas pu avoir des députés à l'Assemblée, mais ils ont quand même concouru, ils ont concouru au suffrage, ils ont tenté d'aller à l'Assemblée, les démocrates, ça n'a pas marché, ça n'a pas prospéré. Mais je crois quand même que au Bénin, la manœuvre a toujours consisté à avoir une voix qui interpelle, une voix
de désaccord, une voix de mécontentement, une voix qui vous parle pour dire non. Alors, si Éric Kounete est allé de l'autre côté déjà, de ceux qui disent oui, pourquoi voudrait-il récupérer la voix de ceux qui voudraient dire non? Est-ce que vous voyez Éric Kounete adhérer à l'Union progressiste du renouveau ou au bloc républicain? Éric Kounete s'est rallié. On À l'a la vu, mouvance tout le monde l'a vu. Je ne suis pas seul à l'avoir oui, vu. mais il y a un système partisan qui veut que l'on milite au sein d'une formation politique pour quand même animer mais attendez, c'est porte Eblibou et compagnie. Pourquoi il ne les rejoint pas? C'est possible, non? Eblibou, on sait là où il est aujourd'hui, non? Et les autres, comment, les Divors et compagnie, on sait là où ils sont. C'est pas facile. Ce sont ses portes. Il traîne beaucoup plus avec ces gens-là, donc plus facilement, il est capable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait besoin de cette formation politique pour peut-être... Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'est pas en droit de poursuivre sa quête et son combat. Mais moi, je dis que dès lors que le but de la manœuvre est de faire en sorte que les démocrates disent la même chose que tout ce qui te dit déjà. Vous avez suivi le président des Forces Cori pour un Bénin émergent quand il a fini son expérience politique avec la présidentielle, a démissionné tranquillement, a laissé le parti politique. On a suivi le communiqué des Forces Cori pour un Bénin émergent qui ont fait allégeance au pouvoir. Donc, les Forces Cori aujourd'hui, maintenant, on reconnaît qu'ils ne font plus partie de l'opposition. Donc, on connaît clairement l'opposition. Vous dirons-nous que le seul parti politique qui encore continuerait pas à dire nous sommes opposants au Bénin aussi à y faire allégeance. On veut aller ensemble plus loin. Moi, mon esprit critique, pas esprit de critique, s'il vous plaît. Mon esprit critique m'interdit de voir tout pays, tout univers politique s'aplatir systématiquement pour qu'il n'y ait plus une voix discordante pour le pays. Je voudrais quand même que de temps en temps, qu'il y ait certaines qui s'interrogent. On parlera de trêve politique. Même si, évidemment, on a 6 ans pour laisser le pouvoir travailler. Mais pendant les derniers 365 jours pour préparer les prochaines élections présidentielles, il faut bien quand même qu'il y ait un parti politique qui dise non, moi je m'oppose, je vais aller contre. Alors, comme vous venez de finir votre développement, je repose la question sur la légitimité d'Éric Kounete aujourd'hui à vouloir briguer la présidence du parti. Je vous l'ai expliqué que c'est un droit légitime de revendiquer quelque chose quand on vous l'arrache. Et ça reste toujours tenable malgré le développement. Cette légitimité, je dis, maintenant pour mon analyse éthique, je dis est-ce que cette légitimité qu'il revendique donne du sens au combat politique qu'il mène depuis des décennies, qu'on lui connaît au Bénin, son acharnement à se battre pour des valeurs. Moi, je trouve que systématiquement, non. Et je crois que s'il a perdu en première instance, à mon avis, il ne devait pas poursuivre ce combat-là. Parce que si on lui remettait les démocrates aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera? Il convoquera quoi? Une assemblée générale extraordinaire. Il se proclame président du parti et il fait un communiqué comme FCDB pour dire bon, aujourd'hui il y a un très... FCBE, pas FCDB. FCBE. Force Cori pour émergent. Il fait un communiqué rapide comme FCBE pour dire bon, ça y est, les démocrates que je préside désormais ont rejoint le camp présidentiel et qu'en conséquence, silence radio partout. Donc nous allons tous regarder Telenovela. Petite digression, si vous permettez. Quelle est votre appréciation de l'attitude de FCBE qui a challengé avec Romain Wadani et qui au lendemain tout de suite dit voilà. Je démissionne, enfin le président. Non, l'attitude, c'est une attitude de quelqu'un qui a reconnu sa défaite. Qui a fait une expérience et qui en tire les leçons. Qui a reconnu sa défaite et qui reconnaît que celui qui est en face est si fort qu'il est inutile de chercher à l'affronter ou à continuer et à le challenger. Autant se joindre à lui si besoin est pour continuer à parler de... Le rapport de force l'a surpassé. Oui, s'il y a possibilité qu'il se joigne à lui pour construire le pays ensemble, il a choisi. Moi, je ne suis pas contre qu'on choisisse, mais je suis contre que tout le monde choisisse de faire la même chose. Mais cette crise... Je suis contre qu'il n'y ait pas une voix discordante tout au moins pour le pays. Pour l'image que nous présentons à l'international, pour l'image que le Bénin représente quand on parle de nous, je suis totalement contre que Éric Kounete veuille récupérer les démocrates pour faire exactement comme... Et encore le PCB. Bon, je ne sais pas qui sont enregistrés, vous êtes l'intérieur. Alors, mais revenons un peu à cette actualité qui probablement semble montrer l'arrêt de mort de l'opposition au Bénin, peut-être, avec cette situation de la maison qui brûle au niveau des démocrates. Non, pour l'instant, le tribunal semble
consacrer que la démocratie vit au Bénin. Parce que on aurait pu commenter facilement, comme on sait le faire au Bénin, en précipitant les accusations que voilà, comme Éric Ngounete a rejoint le camp présidentiel, le tribunal va à bras raccourcis remettre les démocrates. Mais ça n'a pas été le cas. Ça montre que le pouvoir judiciaire est indépendant, est autonome et a analysé le dossier du point de vue du droit et a donné raison à ceux qui sont restés de l'autre côté. Donc ça, par exemple, c'est une fierté que nous devons conserver et apprécier, commenter en tant que Béninois, que notre justice est toujours autonome. Que Éric Ngounete a beau être de l'autre côté, il n'a pas gagné. Peut-être espère-t-il qu'à la cour d'appel, les juges vont apprécier autrement la situation, toujours de façon indépendante. Mais moi, je crois quand même que qu'on laisse les démocrates faire leur expérience en tant qu'opposants, que ça prospère ou que ça ne prospère pas, ce n'est pas un problème. Mais qu'il y ait des gars qui rouspètent dans un camp, qu'il y ait des gars qui soient mécontents de temps en temps, qu'il y ait des gars qui soient là, disent non, c'est mauvais, c'est pas plus mal que ça, en fait. Mais ça, c'est votre appréciation des faits. Si on regarde du côté du pouvoir, un pouvoir qui gère sans opposition, ça pourrait bien arranger le pouvoir. Est-ce que cette crise dans la maison des démocrates n'arrange pas le pouvoir? Pour le Bénin que nous avons connu, c'est jamais arrivé en fait. Que ce soit sous Kérékou, sous Yaïboni, sous Nicéphore Soglo, et même on n'a jamais connu Talon. La trêve politique, par exemple. Jamais, jamais. Tous les pouvoirs ont toujours parlé de gouvernement d'union nationale. Tout le monde dit, soyons-nous autour de la même table pour construire le même pays. Tous les gouvernements ont toujours décrété cela, mais ça n'a jamais été réel. Mais cette fois, ça a été constitutionnalisé. C'est ça le problème. Vous allez le constitutionnaliser, mais comment vous allez faire avec un Sénat qui va veiller au grain ça ne marchera sur pas. La police des débats. Le Sénat va devoir pourchasser le Sénat. Les gens qui sont aux États-Unis, la diaspora. Le Sénat va pourchasser la diaspora, va pourchasser ceux qui sont en France ou en Inde ou à New Delhi ou à Pékin ou à Guangzhou, qui vont tout le temps enflammer de loin. De toute façon, c'est une première expérience. C'est une première expérience pour le Bénin. Et au bout des 6 prochaines années, on pourra apprécier. Il y aura toujours des Béninois, comme vous aimez bien les écouter, qui vont faire des lives TikTok de très loin. L'avenir nous édifiera davantage. Pour maîtriser la flamme d'une certaine opposition, d'une certaine veille, disons plutôt d'une certaine veille politique. La veille, elle est nécessaire. La trêve, utile, mais la veille nécessaire. Parce que chaque fois, quand il n'y a pas de veille, quelqu'un que vous laissez dormir sur ses lauriers, il fait des erreurs. Mais lorsqu'il sait que de temps en temps, il peut aller farfouiller sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'on a écrit en scrollant et en déroulant, et qu'il découvre que, effectivement, on a dénoncé... Donc la critique est utile et constructive. Oui, la critique est utile. Parce que vous savez, pour ne pas savoir qu'un ministre gère mal, sans orthodoxie son ministère, mais quand ça fuite sur les réseaux sociaux, quand l'information glisse, ça permet à l'autorité qui décide de dire « Ah, effectivement, il faut que j'aille fouiller ce qui se passe là-bas. » C'est très important. Mais s'il n'y a personne qui vous le dit, vous ne le saurez jamais. Donc moi, je préfère toujours qu'il y ait un moyen utile de faire fuiter l'information pour l'autorité. Vous avez parlé des ministres, ça nous permet rapidement d'évoluer vers le deuxième sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, avec la polémique sur les salaires des membres du gouvernement Ouadani et l'utilité réelle des ministres conseillers qui refait également surface. Quelle est votre appréciation, votre lecture de cette actualité? Alors, le président Ouadani avait déjà présenté son gouvernement, 24 ministres. Personnellement, je n'étais pas en mesure de prédire que les ministres conseillers allaient revenir, allaient refaire surface tout de suite. Mais quand je les ai revus... Il a laissé quelques instants de suspense. De doute et de balbutiement. Et finalement... Est-ce que c'est un suspense ou c'est après... Les préparations, négociations des coulisses. Non, préparation. Alors, parce que c'est là où on va en venir. Les conseils ministres servent à quoi? Ils sont venus d'où? Ils sont venus des chapelles politiques. C'est ça le problème. Parce que les nominations... Les 24 ministres, les partis politiques peut-être ont eu 7, 8 ou 9 à l'intérieur. On a vu beaucoup de technocrates. Oui, donc ça signifie que les partis politiques, ils sont à l'Assemblée nationale, ils vont accompagner la trêve politique parce qu'il faut quand même voter les lois, il faut voter les résolutions, il faut accompagner toutes les prises de décision, le vote du budget, le passage devant les différentes commissions de l'Assemblée nationale. Ces accompagnements, ça a quand même un prix, ça a un coût. Il faut que le député soit calme, soit apaisé, puisse parler à sa base. Oui, mais tout soutien de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on nous donne depuis? Alors, on nous a donné des ministres conseillers. Donc, les ministres conseillers, c'est d'abord ça, c'est des puissances politiques. Ce n'est pas des technocrates.
Vous devez avoir remarqué par vous-même, le tout-puissant président Gbadamassi est ministre conseiller chargé de la Défense. Des acteurs politiques. J'ai même aimé qu'il ait regretté de n'avoir pas été militaire dans sa vie. Donc, vous savez, donc il est ministre conseiller chargé de la Défense. Les problèmes de la Défense sont résolus par le ministère et par le chef d'état-major et non pas le ministre conseiller. Le rôle du ministre conseiller, c'est d'être un avant-gardiste sur le terrain politique, porter la voix de l'autorité sur le terrain politique. Voilà ce que nous faisons sur le plan de la défense. Il prend l'information et il va relayer sur le terrain politique. Donc beaucoup plus proche de la population. Non, il n'est pas un clébé. Je ne dis pas qu'il est un clébé. Il n'est pas comme un tondi du video boy. Non, c'est pas. Mais quelqu'un qui est sur le terrain avec les populations. C'est quelqu'un qu'on envoie parler, un avant-gardiste. Qui apporte la bonne nouvelle aux populations. Non, qui apporte l'information aux populations. Ça pourrait être la bonne nouvelle. Parce que le ministre est occupé. On a toute une équipe qui commence à travailler. Le ministre de l'enseignement supérieur est occupé à travailler, à élaborer, à proposer. À concevoir, construire, produire. Le ministre conseiller chargé de l'enseignement supérieur va expliquer les mises en œuvre de ces différentes conceptions et propositions sur le terrain. Est-ce qu'il peut mieux expliquer que le ministre de tutelle qui, lui, participe au Conseil des ministres? Sauf qu'il n'est pas sur le terrain, lui. Il n'a pas le temps. C'est la différence cette fois-ci. Le ministre de l'enseignement supérieur travaille à observer, à produire des résultats pour générer des dividendes pour le pays. Pendant que le ministre conseiller, lui, récupère l'information, repart sur le terrain et c'est son rôle d'ailleurs. C'est pourquoi ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont qu'un coordonnateur qui a un bureau et eux, ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont que leur voiture et le terrain. Donc, pour aller expliquer ce qui se passe. Mais comment on peut comprendre qu'un ministre qui est payé aux frais de la République, je crois qu'il y a encore une autre polémique dessus, peut-être on va y revenir dans les jours à venir, où certains s'interrogent de savoir combien gagne, combien coûte un ministre de la République au Trésor public. Mais comment on peut avoir un ministre, depuis 90, on a toujours des ministres, on peut avoir un ministre et il n'a pas le temps d'aller expliquer. Mais il a tout un cabinet, il a des gens sous son tutorat qu'il peut envoyer sur le terrain. Et non un ministre conseiller qui ne participe même pas au Conseil des ministres, qui va mandater. Alors, je vous explique. Qu'est-ce qui se passait très longtemps sous Kérékou, sous Soglo. Encore que Soglo a essayé de réguler ça un peu comme lui venait des institutions de Bretton Woods. Il a essayé de mettre un peu de rigueur, mais ça lui a coûté la peau des fesses. Donc, on l'a filé vite fait. Pour ça, oui, parce qu'il a voulu tout nettoyer en profondeur. Alors, quand le président Yahya est venu, il a réinstallé, le papa Bonheur, qu'on le connaît, a réinstallé cette douilletteté, à se servir des caisses de l'État, pas indûment bien sûr, mais pour organiser tellement de tournées, tellement de marches roses, marches vertes, marches rouges, marches blanches, marches marron, tellement, ils en ont tellement organisé. Et surtout, les hôtels, on en a profité pour en construire dans tous les départements, parce qu'il n'y a pas une semaine où un ministère n'est pas en séminaire, ou à Grand-Popo, ou à Bomé, ou à Lokossa, mais ça faisait vivre les économies locales. D'accord, et ça vidait les caisses de l'État, le plus sérieusement du monde. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez faire un séminaire, c'est quoi le but? Le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est pour réfléchir. Et le rapport que vous ramenez, ça c'est à quoi? La mise en œuvre par la suite, parce qu'il y a des plans d'action qui suivent. Oui, qui sont enfermés dans les tiroirs. Il n'y a jamais rien eu après ça. Il ne faut plus enfermer peut-être. Chacun imageait et ça comptait. Et moi, j'ai vu quelqu'un... Mais cet état de choses j'ai vu un fonctionnaire à Ouida qui me dit que, bon, vraiment, ce pays-là est bizarre. Qui a dit à nos dirigeants que l'argent de la République finit quelque part? L'argent ne finit jamais. Que nous, regarde, tu vois, ici, là, on était au bas de sa maison. Tu vois, mon chantier n'est pas terminé. J'ai fait 2 chambres, un salon, on est dedans. Regarde, il y a 3 chambres, je n'ai pas fini. J'ai fait une dalle, je dois faire le haut. Il dit, mais pourquoi tu as laissé tout comme ça? Il dit, mais parce que c'est dans les séminaires que moi, je faisais tontine pour ramasser l'argent, pour pouvoir finir ma maison. Quand on a coupé les séminaires, moi, je pouvais... Mon salaire de 350 000, ça fait ça maintenant que je vais faire une maison, faire tontine. Donc, ça ne peut pas suffire. Donc, en fait, quand vous calculez le gain, le manque à jouir qu'on a pu récupérer au niveau des différents séminaires qui ne servaient à rien, et que vous ajoutez ça au salaire d'un ministre et d'un ministre conseiller, vous ne perdez même pas le 10e. Vous ne perdez même pas le 10e des ressources. Même pas le 10e des ressources que nous dilapidions en réalité dans les gains inutiles, dans des activités futiles. Enfin, en tant que journaliste à l'époque, je peux vous rassurer que j'en profitais. Vous pouvez me croire, j'en profitais. J'en ai eu tellement de contrats. Non seulement le palais faisait le contrat,
Le port, on faisait. Les organes, Seulement, aussi, on les faisait. différentes Tous les structures. 24 ministres en faisaient. Et on avait beaucoup d'argent. Par la suite, on a évolué vers une réglementation Tout a été sucré, de tout ça. nettoyé, sucré. Hein? On vous a réduit en peau de chagrin. Et du coup, je m'en plains parce qu'aujourd'hui, mes organes en maigrissent. Mais je dois dire quoi? Est-ce que c'est parce que moi, je suis malheureux, je suis mal, que je vais dire que l'assainissement proposé n'est pas bien pour notre République? Mais quand j'ai faim et que je passe devant les bâtiments, que je passe devant les infrastructures, que je passe devant les marchés, ça me rend heureux. Ça me permet de dire, bon, je sais pourquoi j'ai faim, en fait. Pourvu qu'à un moment donné, les pierres qu'on a déposées sur le feu, qui sont en train de cuire indéfiniment, finissent par se transformer en pain un jour. Donc, quand vous faites une comparaison avec ce qui se faisait et ce qui est aujourd'hui, pour vous, le coût pour l'appareil gouvernemental n'est pas pour autant énorme et ne devrait pas faire couler beaucoup d'encre et de salive. Si on supprime les ministres conseillers, je ne m'en plaindrai pas. Ça, c'est sûr. Parce que je vous ai dit, tout ce qu'ils font, c'est d'aller relayer sur le terrain. Si besoin en est. Mais il y a la DIRCOM, il y a le porte-parole du gouvernement. On peut. Non, le porte-parole ne parle que pour les intellos. De quoi vous parlez? Lui, il parle à la télé. Il ne parle pas pour le public. Il avait fait des tournées. Le ministre porte-parole actuel. On a actuellement un ministre. On a un ministre qui est porte-parole du gouvernement actuellement. Il faisait cette tournée une fois en 2 ans. Non, c'est pas possible. Donc, calmez-vous, monsieur Kader. La réalité des faits, je vous dis, si on pouvait supprimer les ministres conseillers, ce serait sans dommage. Ça, c'est sûr. Alors, je dis, si on ne les supprime pas, parce que si on les supprimait, j'ai une alternative que je pourrais proposer en lieu et place. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a les députés qui représentent le pouvoir. Le peuple. Hein. Et non seulement le peuple, qui sont les interfaces de l'action du gouvernement. Oui. Donc, UPR et le BR sont des partis politiques affidés directement au pouvoir. Donc, chaque député est déjà un ministre conseiller qui ne dit pas son nom dans sa localité. Donc, on peut remplacer valablement un député qui est payé pour ça, qui va à l'Assemblée pour 1 mois, pour quand les sessions sont ouvertes. On va accepter ça comme ça, évoluer dans le débat et parler peut-être un peu de la question de la transparence autour des salaires des hauts responsables de l'État, parce qu'on parle de salaire des ministres conseillers, on parle des salaires de ceux qui sont dans l'appareil gouvernemental, même des ministres et autres, et ça fait grand bruit. On se demande si ça vaut le coup de les payer aussi chèrement. Alors, ça revient à ce que je venais de dire avant. Par exemple, quand vous prenez un ministre il gagne à peu près, je prends un exemple, un ministre gagne 2 500 000, 3 millions par mois. Un directeur de cabinet est à 1 500 000. Le DC peut être à 800 000 ou à 500 000. Aujourd'hui, un directeur de cabinet peut être à 2 millions. Son DC peut être à 1 300 000 ou 1 500 000. Ou certains ministres peuvent être à 8 millions, d'autres à 10, d'autres à 15, suivant le département, suivant la charge de votre département ministériel. D'accord. Alors, si je prends celui qui gagne 15 millions aujourd'hui et que je peux certifier que c'est exactement la juste mesure, la juste proportion du travail accompli qui lui est payé, comparé par le passé à celui qui gagnait 4 millions et qui avait la possibilité d'avoir un budget de 2 milliards dans son département ministériel, ou dans les 2 milliards, il est capable de mettre de côté, par exemple, 1,5 milliard pour lui. Parce que si tu es ministre des TP, par le passé, je prends le régime le plus récent, Souyaï. Tu es ministre des TP, Souyaï par exemple, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de SIRAT, il n'y a pas d'assises, il n'y a pas d'ADET, il n'y avait rien qui construisait, qui organisait. Aujourd'hui, il y a les agences. Ça signifie quoi? Si tu es ministre des TP, tu vas passer le budget et tu ne construis rien du tout. Tu signes rien du tout. Les agences s'en occupent. Ça veut dire que tu prends ton salaire tranquillement. Avant, on va créer le profilage de voix dans Cové, Zanyanado, et tout ça, ça bouffe Glazoué. Le budget. Oui, non seulement ça bouffe le budget, et l'entreprise qui a récupéré le marché doit revenir quand même pour faire le point. Rassurer d'abord le DAF pour obtenir la signature très rapidement. Rassurer le directeur de cabinet pour que ça parte vite chez le ministre et rassurer le ministre, faire allégeance aussi au ministre pour dire merci, et je suis en train d'exécuter votre marché. Et on ne vient pas les mains vides. Enfin, je ne sais pas comment il vient, mais il faut aller quand même dire merci. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous prenez tout ça en compte, même le ministre peut ne pas avoir de salaire en ce temps-là. Il vit bien. Il vit très bien. Très bien. Parce que tous ceux qui rentrent
est même supérieur à ce qu'il pourrait avoir supérieur, avec supérieur, ultra supérieur. supérieur. la mesure de l'expression Extra- ne vaut pas le coup. Ne extra vaut pas le coup. supérieur. Parce qu'il n'y a rien à comparer en fait. Le salaire ne signifie rien. Un ministre ne peut pas toucher à son salaire. Parce que le salaire, il peut ouvrir un compte DAT, on le lui verse dessus. Parce que ça ne signifie rien. Ce qu'un ministre génère tout le temps. Au quotidien. Oui, c'est énorme. énorme. Tu es ministre des Finances, toutes les régies, quand tu nommes DG Impôts, DG Douane, DG Trésor, tout ce monde-là, c'est que de toutes les manières, tout ce qui On ramasse, revient te faire le il faut point. aller déposer là-bas, sinon on te saute. Officiellement et officieusement. Maintenant, dès lors qu'on sait qu'on ne peut pas aller te verser quoi que ce soit, ça c'est traçable, c'est visible, c'est remarquable, c'est Avec la palpable. digitalisation et Dès tout. lors qu'on le sait aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont mis en place, toutes les technologies qui sont mises en place aujourd'hui pour contrôler les finances publiques, pour assainir les finances publiques, tu es obligé de te contenter de ton salaire et de tenir compte de ton salaire. Alors, donc, je préfère un ministre qui gagne gros, qui gagne bien, et qui sait que c'est la juste proportion du travail qu'il accomplit qu'on lui paye, qu'un ministre qui fait semblant de dire « moi, je ne gagne pas grand-chose » alors qu'il est multimilliardaire. Et quand on le voit, on se dit « mais comment c'est ça ?» C'est son salaire que lui vit. Il a près de 8 maisons et il met des faux noms, des faux emprunts là-dessus. Des bâtiments et quand il a un d'architecture procès, arrogante. et quand il a un procès au tribunal, quand on finit par le condamner, quand on le pourchasse pour la saisine de ses biens, mais les biens qu'on en ramasse, vous demandez, mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour construire tout ça? Ben, je ne crois pas que, je ne dis pas que sous le président Talon, le Béninois n'est pas si ingénieux pour trouver les moyens de voler de l'argent. Vous en avez vu qu'ils sont aussi courageux quand même pour aller en prison. Hein. Il y en a plein. Le Béninois est trop courageux quand il s'agit de voler. Mais il y a un assainissement qui est très visible. Mais pourtant, ils ont été très nombreux qu'on a attrapé des directeurs de contrôle de marché public par-ci, des opérateurs qui ont soudoyé par là, et pourtant, ils sont allés en prison. Le paradoxe demeure. Bon, donc Oui, le système reste encore à renforcer d'une manière. Oui, ou mais d'une autre. améliorer, nettoyer. On peut dire que le système aujourd'hui tel que c'est mis en place, on attrape plus vite le voleur. On vole toujours. Les plus ingénieux Et quand on continuent. l'attrape, on sait là où il atterrit, quoi. Voilà, Et on donc au connaît moins aussi les les plus ingénieux, institutions. ils continuent de le faire, mais ils doivent savoir quand même que s'ils ne font pas attention, on les attrapera plus vite. Parce que le système tel que c'est mis en place aujourd'hui, surtout que ceux qui le font ne sont pas ceux qui ont fait le système béninois. On les ramène de l'extérieur. Donc Ils mettent l'expertise est là. Ils mettent en place un système d'expertise que vous ne connaissez pas et ça vous piège très vite. Rapidement. Vous tombez dans le panneau. Alors, avec votre permission, on va évoluer vers le troisième sujet. Exactement, à l'ordre merci. du jour de cette émission, les relations entre le Bénin et le Niger. On peut dire aujourd'hui qu'il y a la réconciliation à petits pas, le dépôt du rapport du comité mixte travaillant à la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger qui intervient dans la foulée de la visite présidentielle de Romuald Wadagni à Niamey début juin. Quelle est votre appréciation? Alors, je peux dire, dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière, que la célérité avec laquelle le rapport a été déposé exprime bien la volonté des deux parties à aller très vite à l'ouverture des frontières. Et c'est très important. En 2 semaines rapides, les rapports ont été déposés. Ça signifie qu'on connaissait déjà les goulots d'étranglement, on connaissait déjà les griefs, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut lever, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut arrondir. L'essentiel, c'est que les deux parties ont envie que les frontières soient ouvertes. Ce qui a fait que les rapports ont été rapidement déposés. Donc ça, c'est la première chose. Et non seulement ça a été déposé très rapidement, qui devrait se revoir en fin de semaine, en fin de cette semaine, pour régler les derniers détails, pour que les frontières soient ouvertes. Moi, j'encourage et je félicite et je conforte ma conviction que le président Wadagni, quand il a pris le pouvoir, a fait de cette ouverture de frontières avec le Niger le premier credo de son gouvernement. Il faut régler ce problème très vite. Est-ce que vous envisagez la réouverture de la frontière pour très très vite? Moi, je pense même que à la où vont les choses, avant début juillet, les frontières seront ouvertes. Parce qu'ils se voient à la fin de cette semaine pour régler les derniers détails. Et puis, il y aura une visite certainement du président Tiani au Bénin, dans pas longtemps. Je prévois ça. Et dans le protocole tel que ça marche normalement, il y a pour renvoyer la courtoisie au président béninois. Je crois que le président Tiani doit venir au Bénin. Il sera reçu avec les honneurs dit à son rang. Et tous les Nigériens qui sont ici également, comme les Béninois qui l'ont fait sur la Niamey. Au Niger. Alors, dès lors que ça va être fait ainsi, je crois qu'une fois ces étapes réglées, moi je prédis pour
début juillet, l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Ça va aller très vite. Question de curiosité, Kader, Oui, si vous permettez rapidement. Peut-on dire aujourd'hui que Wadagne fait ce que Talon n'a pas voulu faire? Est-ce du pragmatisme ou un aveu d'échec de la politique étrangère précédente? Non, si Talon n'a pas voulu le faire, Wadagne n'aurait pas fait très vite. N'oubliez pas, Wadagne, c'est à la Khazavi. Talon, c'est à la Khaza. Ah bon? Vous croyez au phare? Je crois à notre tradition un initié endogène. qui nous parle. Je crois à notre tradition endogène. Si Allah Hassan n'en croyait Pour ceux qui ne rien, comprennent pas, c'est quoi Allah Hassan? si Allah Hassan n'en croyait Les rien, prédictions du phare. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle si Allah Hassan en français? Allah Hassan n'en croyait rien, Allah Hassan était l'image d'un oiseau, que nos spécialistes de phare nous ont présenté, qui a généré son enfant, comme ils l'ont dit, protégé, la Khassavi, protégé par l'oiseau à la Khassa, que les vautours vont se précipiter pour vouloir dévorer. Il dit, mais que vous y prenez garde, parce que si Al Khassavi est protégé par Al Khassa, vous ne pouvez pas toucher à Al Khassavi. Il reste toujours sous la protection de Al Khassa. C'est pour paraphraser, je ne suis pas un adepte de phare, mais je crois que c'est ce qu'ils nous ont dit que nous pouvons comprendre. Mais résumé tel, je crois bien que Al Khassavi, forcément, ne peut pas prendre des initiatives, surtout en début de mandat, tout de suite. Si ce n'est pas planifié, c'est une question de tête. Alors, le président Talon a été présenté chez les Nigériens comme le mal incarné, celui par qui tout le mal est arrivé au Niger. C'est lui qui a débarqué de Lagos et qui a décrété la fermeture des frontières. Quelle que soit sa bonne volonté, il s'est excusé, il a tout dit, il a tout expliqué, il ne veut plus rien entendre. C'était l'une des rares fois, on l'a vu quand même aller à cette extrémité. Il a tout fait pour ça. C'est pas qu'il n'a pas voulu s'excuser, il s'est excusé. Il a dit, bon, faisons la paix, nous sommes mes pays frères. Bon, les Nigériens reviendront pour dire non, qu'ils ont vu à Kandi, ils ont vu les militaires encore français à Kandi, qu'ils ont vu géolocalisation, ils ont vu altitude 8 heures et longitude 9 heures, que les militaires sont à tel endroit. Et tout ça n'a pas facilité les règlements. Donc, c'est pas que le président Talon n'a pas essayé, il a beaucoup essayé. Maintenant, une nouvelle tête est arrivée. Ils sont fatigués aussi de continuer à dire les mêmes bêtises. Donc, maintenant, pour une fois qu'il y a une nouvelle personne, profitons et réglons le problème. Tout le monde veut que cette frontière soit ouverte. À commencer par les Nigériens en premier. C'est quand même le port qui est à côté ici, que de se taper combien? Des kilomètres. 700 km d'ici à Malanville et peut-être 500 en plus pour aller à Niamey. Ça fait combien? 1200 que de faire 2800 pour aller au port de Lomé, quand même. Il faut être fou pour continuer par le faire après 3 ans. Donc les préjudices, c'était quand même... Et le contrat est terminé avec Lomé. Est-ce qu'il faut renouveler le contrat 3 ans encore ou régler le plan avec le voisin immédiat et reprendre avec le port d'attache normal? Mais les deux pays sont dans la bonne dynamique, absolument. la vraie dynamique. On a besoin encore d'engranger plus de ressources avec les Nigériens. Et les Nigériens ont besoin de raccourcir le délai des chemins et des chemins pour marchandises, des biens et des personnes et tout le reste pour que tout aille bien pour les citoyens nigériens. Nous voulons tous que la frontière soit ouverte. Je crois bien que ça va aller très vite. Donc, ça va aller très vite, mais Niamey a été un peu éprouvé cette semaine. On a eu l'aéroport qui a été attaqué et dans la foulée, le Bénin a réagi. Comment commentez-vous la réaction du Bénin? Elle a été prompte, elle est venue à point nommé. Comment vous la qualifiez? Je me souviens d'un ouvrage écrit par Noureddine Tidjani Serpos, que j'ai lu à l'époque, qui parle que le toit du voisin a pris feu. Dans la nouvelle, c'est le toit du voisin qui a pris feu. Et comme ce n'était pas mon toit, l'autre voisin était resté à côté, il observait, il contemplait, il dit, oh là là, il est imprudent lui. Et il ne pense pas que ça peut rapidement... Que là, tel que ça s'embrase, que c'est son toit qui prend bientôt. Si le toit du voisin prend feu, et il que vaut tu ne mieux l'aides pas l'aider à l'éteindre très vite, le feu. Mais oh là là, dans la seconde qui suit, le premier vent qui souffle, c'est ton toit qui prend, qui s'embrase automatiquement. C'est pourquoi en Afrique, quand le toit du voisin prend feu, tout le monde accourt avec de l'eau pour l'aider à l'éteindre automatiquement. Mais évidemment, vous savez, quand les terroristes, quand ils ne frappent pas au Niger, ils frappent où? Ici. Et s'il ne frappe pas à Malanville, il frappe à Bodegali. S'il ne frappe pas à Bodegali, il frappe à Segbana. S'il ne frappe pas à Segbana, il frappe tout ce qui est frontalier avec le Nigeria, le Niger et le Burkina. Les terroristes nous frappent régulièrement. Tous nos militaires, ils meurent tout le temps. Donc, ce qui frappe le Niger nous frappe naturellement. Lorsque le Niger est éploré, c'est comme si c'est le Bénin qui est touché.
quand le malheur arrive à autrui et que tu poses la main sur tes têtes pour dire waouh, qu'est-ce qui vient de lui arriver? En fait, ce n'est pas le malheur qui frappe l'autre qui te préoccupe, c'est toi en fait. Ta tête, c'est ta tête que tu as. Tu n'as pas récupéré la tête de l'autre qui a éploré. Mais c'est ta tête que tu as touchée, tu as pensé à toi. Ce malheur-là, ça me concerne directement. C'est moi qui suis préoccupé parce que tu as l'impression que c'est toi qui as éploré. Et c'est vrai, et c'est le cas. Quand ils nous déciment plus de 20 militaires chez nous, rapidement, et que le lendemain, ils vont frapper les Nigériens, ils vont chez les Nigériens. Si on ne prend garde, ils vont venir chez nous. On doit condamner ça avec véhémence et faire en sorte rapidement d'unir nos forces et de savoir les traquer. Quand les Nigériens les traquent, ils reviennent chez nous, on les traque, on les isole et on les prend ensemble, on les prend en sandwich ensemble. Ils n'ont plus nulle part pour aller se cacher. Ils ont profité longtemps de nos divisions. Ils ont profité longtemps de nos querelles. Parce qu'ils savent que partout où ils se cacheront, ou dans le Bénin ou dans le Niger, n'ont pas les moyens de communication nécessaires pour aller les traquer. Mais maintenant, ça va être très difficile. Avec, vous avez vu pendant longtemps, quand ça attaquait de part et d'autre, personne ne parlait. La collaboration tripartite, maintenant, ce serait quand ça attaquait au Niger, le communiqué que les Nigériens faisaient, c'était de dire que c'est le Bénin qui a envoyé les djihadistes attaqués, que c'est le Béninois. Aujourd'hui, maintenant, le Bénin, le Niger, le Burkina, tous. On a eu la même attaque il y a à peu près 6 à 7 mois dans le même aéroport. Et je me souviens que le président Tiani était debout là et il dit si on se réfère aux armes, aux uniformes de ceux qui sont par terre, on peut dire qu'il y a des Béninois. Il a dit directement, on a suivi qu'il y a des Béninois qui sont dedans. Aujourd'hui, il n'a pas dit ça. C'est les Béninois qui sont allés. Des lions bougés. La lecture change. Des lions bougés. Quand vous êtes amis, vous ne vous accusez plus, au contraire, vous vous soutenez, vous vous solidarisez. Et c'est la dynamique aujourd'hui. Vous mettez ensemble pour combattre l'ennemi. Et je crois que c'est ce qui se fait actuellement. Et c'est ce qui va être fait davantage. Mais il y a une question quand même qui taraude les esprits, qui amène beaucoup à s'interroger. Lorsqu'ils ont été repoussés, lorsqu'ils ont rencontré quand même une force de frappe assez impressionnante au niveau de l'aéroport de Niamey, il y a eu des terroristes qui ont été abattus et d'autres capturés et leurs images publiées. Et les gens s'interrogent de savoir pourquoi des Noirs s'attaquent à des frères noirs. Et souvent, c'est les peuples de ces zones-là, environnantes-là, qui s'attaquent entre elles-mêmes. Comment vous pouvez expliquer ce côté un peu inhumain ou, j'allais dire, ces initiatives-là qui sont prises par les terroristes? Oui, les terroristes ne visent pas, dans un premier temps, les civils. Les civils interviennent comme des dommages collatéraux. La preuve, ils ont tué des militaires, il y a 2 civils dans le communiqué nigérien. 2 civils. C'est des dommages collatéraux. Ils ont visé des militaires. Ils visent la force publique. Ils déstabilisent la force publique. Pourquoi? Parce que c'est avec la force publique qu'ils ont des comptes à rendre. On peut les des comptes à régler. Aussi. Parce qu'ils savent que ce qui empêche qu'ils étendent leur hégémonie religieuse, c'est la puissance publique qui les combat tout le temps. Et c'est cette puissance publique qu'ils combattent. Justement, ils veulent vivre. Et l'autre question, ils veulent étendre leur hégémonie qui les arme? Au nom de l'islam, et ils veulent étendre leur hégémonie au nom de l'islam et ils veulent exister, prôner au nom de Allah, la suprématie de la religion musulmane. Et quiconque se met au travers de leur chemin, et ils sont prêts à le tuer, à faire le djihad. Et au nom du djihad, à les bousiller. Alors, maintenant, est-ce que vous voulez me demander si c'est un prétexte qu'ils mettent devant pour continuer par le faire passer? Pourquoi au nom de Allah, on peut combattre son prochain? Qui les arme? C'est l'autre interrogation également. L'autre interrogation également, c'est qui les arme? Je ne suis pas islamologue, je n'ai pas les moyens de pouvoir dire qui les arme. Bon, ils ont plusieurs moyens d'avoir de l'argent et de pouvoir prendre les armes. Vous savez, l'économie de la guerre informelle est l'économie la plus rentable. Les armes qui circulent dans l'informel font meilleur marché de vente que les armes qu'on achète dans le marché formel. C'est pourquoi il y a toujours eu de trafic d'armes dans toutes les régions du monde. On en arrête tout le temps et on en vend toujours. Et on continue d'en vendre. Et les terroristes, ils ont tous les circuits d'armement possibles. Alors si vous voyez quand même que chaque fois, ils sont obligés d'attaquer une région, d'attaquer une zone, qui vous dit que ce n'est pas une stratégie pour faire fuir, éloigner les militaires par là, parce qu'il y a un convoi qui doit leur livrer une cargaison de munitions importante. Ben pourquoi quand ils sont en cours de munitions, ils sont obligés d'attaquer par exemple un commissariat, un camp militaire pour ramasser tout ce qu'ils trouvent là? Ben pourquoi ils sont obligés parfois de faire du kidnapping, aller prendre par exemple, aller sur un terrain important ou de raffinerie, aller organiser un raptor et récupérer 2 ou 3 blancs et demander. Là, ils ne tuent pas, ils demandent des rançons. À quoi ça sert des millions qu'on leur donne? Par exemple, ils ont beaucoup de moyens.
Je ne veux pas aller sur le terrain de est-ce qu'il y a des puissances internationales qui ont les moyens de les soutenir. Forcément, c'est possible. Parce que la guerre qu'ils mènent, l'idéologie qu'ils véhiculent, profite forcément à des États. Il faut profiter à des États islamiques, mais lesquels? On a longtemps parlé de certains États, on a longtemps parlé de Qatar, on a longtemps parlé de certains États du Golfe qui les financent, qui les soutiendraient, mais personne n'a jamais apporté réellement la preuve. Parce que ces États dont on parle, on les accuse, mais ils s'asseyent toujours à la table des négociations. Exactement. On va se ravitailler en pétrole chez eux, on a peur de les affronter, de les regarder directement en face, mais on va toujours en négociation avec eux. Personne ne les déclare la guerre. Non, ces États dont on parle. Parce que les djihadistes ont toujours eu les meilleurs professeurs d'islam dans ces grands pays-là, qui les enseignent, qui les instruisent. Mais pourtant, personne ne s'en prend à ces pays. Et ces pays sont immensement riches. Alors ces pays, s'ils sont vraiment derrière ça, sont capables de les financer, sont capables de leur donner les moyens nécessaires de continuer à faire cette guerre-là. Peut-être que c'est de cette manière que vous êtes musulman, que vous pensez que vous allez continuer depuis les J. Les J, ils ont commencé en quelle année déjà? 700 combien? Et après notre ère. Peut-être que c'est votre J qui continue. C'est le seul on va parler de la Coupe du Monde. On va parler de la Coupe du Monde. C'est le seul moyen que vous avez. On va parler de la Coupe du Monde. Les attaques des djihadistes reste quand même un sujet très difficile. Ça n'a rien à voir avec les J. Très désagréable. Donc, on va faire moins désagréable et continuer dans le débat en parlant justement de la Coupe du Monde. Je sais que vous êtes un passionné de football. Quelle est votre appréciation aujourd'hui avec l'évolution de l'actualité footballistique mondiale des équipes africaines qui participent à la Coupe et quelle lecture vous en faites des premiers matchs joués, bien entendu? Oui, toutes les équipes du monde qui s'affrontent au Canada, aux États-Unis et à Mexico ont joué déjà leur premier match de poule. Les 10 équipes africaines ont joué également leur premier match de poule avec des fortunes diverses. Malheureusement, certains ont pris l'eau d'entrée, tels que la Tunisie, où il a vu son entraîneur viré. Hervé Renard, lui, a trouvé du boulot en même temps parce que lui a été recruté. Puis l'autre, la Mouchi a été virée. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hervé Renard a trouvé du boulot, il était au chômage. Lui, il a été recruté. Il a pris la place de la Mouchi. C'est ça, c'est les fortunes. Les joueurs jouent mal sur le terrain, c'est l'entraîneur. Personne ne vire les joueurs, on vire tout l'entraîneur. Alors, c'est une fortune diverse. Diverse également pour l'Afrique du Sud qui a mal commencé. Avec le pays organisateur, ça se comprend. Ils ont pris un carton rouge d'entrée. Ça n'a pas été facile, donc ils ont pris l'eau aussi. Même s'ils se sont rattrapés légèrement lors de leur deuxième match hier. Mais par contre, il y a des pays qui nous ont rejoints, tels que le Ghana. Le Ghana, à la dernière seconde, qui a mis un joli but au Panama, et qui a pris 3 points. La Côte d'Ivoire, qui nous a fait plaisir également en prenant 3 points. Le petit Cap-Vert, parce que je vais y revenir dans les cartons que je vais distribuer, petit Cap-Vert, qui a fait match nul avec le grand Espagne, s'il vous plaît. Espagne, Cap-Vert. Si vous voyez l'écart d'abord, du point de vue du développement, et l'écart du point de vue du football. Champion d'Europe en titre, champion du monde en Afrique du Sud, en 2010. Avec tout ce que vous connaissez comme star, grand star dans ce pays-là, ils ont joué contre le petit Cap-Vert africain. S'illustre a fait match nul, 0-0. J'ai vu, ils sont rentrés, queue entre les jambes. Le grand Cristiano Ronaldo de 41 ans qui se refuse de prendre un congé, un repos mérité pour qu'on l'adule, pour qu'on l'idolâtre, pour qu'on le célèbre comme vous avez dit. Il veut toujours jouer avec les enfants. À 41 ans, il est resté comme un piqué sur le terrain, tout le temps. Il va prendre un carton tout à l'heure chez moi. Pendant 95 minutes, son entraîneur aussi va prendre un carton tout à l'heure, n'a pas été capable de le sortir. Résultat, j'ai vu les Congolais danser du tombolo en leur flanquant un joli but à la 48e minute pour égaliser le but qu'ils ont marqué eux à la 15e minute de jeu. 1-1. RDC. Match nul. Et Portugal. Ça fait le bonheur de l'Afrique. Ça fait le plaisir de l'Afrique. Et ça va contre la théorie de Célérine, le président tout-puissant de l'UEFA, qui a dit, mais pourquoi jouer une Coupe du Monde à 48 équipes? Parce qu'on a ramené plein d'équipes africaines de d'autres pays qui ne connaissent pas la valeur du football. Et puis certains matchs sont moins intéressants. Lui, il est slovène. C'est un Slovène. Je sais pas si la Slovénie, dans 48 là, était qualifiée, son pays. Et comme il est président de l'UEFA, il défend l'Europe, la grande Europe du football. Grande Europe du football, il y a l'Espagne, il y a le Portugal. Ils ont tapé poteau
contre les petites équipes de l'Afrique. C'est ça, le football. C'est ce que Infantino, que je n'aime pas trop, franchement, a voulu prôner quand même en faisant cette grande ouverture. Et la réalité du terrain a prouvé que c'est lui qui avait raison. Parce que les petits poussés ont regardé droit dans les yeux. Les grands. Oui, les grands là. Ils Donc, les ont tutoyés. En somme, on va dire que l'Afrique fait une belle entrée dans cette... j'ai oublié l'Algérie a pris une raclée de Lionel Messi. Ah oui. L'Algérie a pris une raclée de Messi tout seul. Messi 3, Algérie 0. Ça, c'était mauvais, par contre. Parce que je ne m'y attendais pas. Mais il y a de très belles notes, comme vous venez de le montrer. Vous avez procédé tout à l'heure avec l'exercice des cartons. Je crois que peut-être dans une autre vie, vous allez être arbitre et pouvoir distribuer les cartons. Un ami internaute a dit cela. On vous fait le bonheur. Un ami internaute a dit, vous demandez est-ce que vous avez été arbitre par le passé? Parce que ce sont les arbitres qui aiment les cartons. Je suis passionné de football et j'aime bien que les cartons soient distribués. Alors nous, sur le plateau, on va vous faire plaisir. Avant qu'on y arrive au carton, question. Quelles sont vos prédictions pour les deuxièmes matchs en cours pour ce mondial? Alors, mes prédictions. Le Ghana gagne un match, ou il fait un match nul, ils seront au second tour. Ça fait déjà notre bonheur, ils seront en 16e de finale. On est content. La Côte d'Ivoire, il y a des équipes prenables dans leur groupe. Je crois bien que dans ce groupe-là, il y a une équipe comme Haïti ou quelque chose comme ça qui arrive encore. S'ils jouent ce qu'ils ont joué, pour prendre 3 points quand même contre une grosse équipe européenne, et ils vont pouvoir se qualifier avec 6 points. Donc la Côte d'Ivoire va passer, le Ghana va passer. L'Afrique du Sud a eu 1 point, un seul point contre les Tchèques la dernière fois. Il leur reste un match contre l'Écosse, je crois. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer? Je doute. L'Algérie a encore ses chances. Je vais voir leur deuxième match et demain pour voir comment ils vont se comporter. Après, les Cap-Verdiens, moi, je mise sur eux. Je ne joue pas à OneXBet. Si je jouais à OneXBet, j'allais déposer une pièce. J'allais déposer une pièce sur les Cap-Verdiens parce que cette équipe a une certaine mobilité de jeu qui m'impressionne. Je veux bien les voir aller un peu plus loin que ça. J'ai vu les Marocains. J'avais oublié de parler d'eux. Ils ont tutoyé les Brésiliens. Et je crois que les Brésiliens ont fait un match nul avec le Maroc. Et c'est les Brésiliens qui ont célébré le match nul. C'est eux qui ont fêté d'avoir fait un match nul contre le Maroc. Vous imaginez, le Brésil, c'est 5 étoiles sur la poitrine. Le Maroc, c'est 0. Et pourtant, le Brésil a égalisé ce but difficilement. Et c'est eux qui ont festoyé à Rio, comme à Brasilia, d'avoir fait un match nul avec le Maroc. Donc, moi, je suis content déjà de dire que le Maroc également va passer. Alors, si je fais le point, l'Afrique du Sud va tomber. Pourrait tomber, malheureusement. Le Ghana va passer, le Maroc va passer, la Côte d'Ivoire va passer, le Congo va passer, les Cap-Verdiens, je vais voir le deuxième match, ils vont passer, ils pourraient passer. Alors, l'Algérie peut se réveiller. Je crois qu'on va perdre 2 équipes. À la limite, on va perdre 2 équipes. Sur les 10, on va perdre 2 équipes. La Tunisie, peut-être, et dans une certaine mesure, l'Afrique du Sud. Mais sur les 10, nous aurons au moins 7 équipes, ou 6 minimum, qui seront en 16e de finale. C'est déjà une victoire pour nous. Et le match va continuer. Pendant que beaucoup d'Européens vont rentrer à la maison. Et les matchs vont continuer, mais en attendant que les matchs ne continuent, on va vous permettre de mettre votre casquette d'arbitre circonstanciel sur le plateau de point levé et attribuer les cartons par actualité. On y va, main levée pour point levé. Et voilà. Alors, la première actualité est bataille judiciaire. Bataille judiciaire. Les démocrates. Alors, les deux camps qui s'affrontent pour la présidence du parti. Les 2 camps qui s'affrontent. Rondeté et Achadé. Je l'aime bien. C'est un grand ami que je connais depuis qu'il était à Marelly et que moi j'étais à Liberté en tant que journaliste. On a eu de très bonnes relations. On avait des difficultés même à avoir du matériel de consommation informatique. À un moment donné, j'allais chez lui, il nous dépannait beaucoup. Il a été très humaniste. Je crois qu'il n'a pas perdu ce côté-là. C'est quelqu'un qui est très humain, très humaniste. Je le connais et qui aime les combats politiques. Mais parfois, il faut savoir ne pas faire le combat de trop. Et ce combat s'accrocher au parti Les Démocrates. En tant qu'ami, je lui aurais demandé d'abandonner ça. Mais à vouloir s'y accrocher, je ne lui donnerai pas un rouge. On ne donne pas un rouge à son ami. Mais au nom de l'amitié, carton jaune. Au nom de l'amitié, je donne jaune. Pour dire c'est un combat de trop. Et je voudrais qu'il ne poursuive plus ce challenge-là.
et qu'il laisse tomber. Parce qu'il est déjà à l'aise quelque part et il mérite un peu de souffler aujourd'hui pour tous les combats qu'il a menés dans sa vie, de se retrouver dans un camp où il pourrait se reposer, dans un camp où il pourrait partager ses idées, partager son expertise, tout ce qu'il a auprès d'un jeune président comme Wada. Je crois qu'il a sa place là beaucoup plus aujourd'hui que de faire un combat inutile qui va l'épuiser. Je crois que je lui donne un jaune pour lui dire doucement. Deuxième sujet abordé, il laisse tomber. Polémique autour des ministres conseillers, utilité réelle des ministres conseillers aujourd'hui. Polémique autour des ministres conseillers, et le président Rachid Gbadamassi pense que parce qu'il est dans la peau de ministre conseiller chargé de la défense, il aurait été militaire. Bah, encore que c'est la deuxième fois hein, qu'il est dans ce rôle. Oui, bon, c'est pas une manière de montrer aux militaires qui tombent sur le terrain qu'il aurait aimé être à leur place. Je crois que c'est un essai de mesure. Je voudrais bien qu'il joue bien son rôle, mais vouloir être militaire, qui nous se contente de l'informer comme il le fait, d'être le relais, hein, de ne pas être le clébé, mais le relais, hein, d'être cette courroie de transmission, pas le tondi du Vide Boy, mais surtout pas, il n'est pas militaire. Rouge. Quatrième sujet, les relations entre le Bénin et le Niger, avec probablement dans les tout prochains jours, en tout cas c'est le vœu, en tout cas dit sur ce plateau et souhaité, je pense par la plupart, la réouverture des frontières entre les deux pays. Exactement. Je donne un verre à la diplomatie active des deux pays qui ont d'abord déposé un rapport très immédiat en moins de 2 semaines et qui doivent se retrouver à la fin de cette semaine déjà pour receler, pour nettoyer, pour polir à nouveau ce qu'ils n'ont pas encore pu faire correctement afin que les frontières s'ouvrent. Et un verre également pour la réaction prompte de notre chancellerie quand les attaques du Nîmes ont eu lieu à l'aéroport de Niamey. C'est ce genre de réaction que nous avons besoin de faire entre voisins. Il faut qu'on se soutienne. Parce que quand ce n'est pas à Niamey, c'est forcément à la frontière du Niger, du côté du Bénin. On a besoin de se soutenir parce que quand le toit du voisin prend feu, il faut se précipiter et l'aider à l'éteindre. Dernier sujet maintenant, la messe du football mondial avec la Coupe du Monde et cette belle analyse avec les exploits des équipes africaines que vous avez mentionné tout à l'heure à travers votre développement. Quel carton? Rouge. D'abord, pour le président Alexander Seferin, Alexander Seferin, président de l'UEFA, il n'a même pas son pays qualifié parmi les 48, qui trouve qu'il y a assez de pays qui gâchent la fête du football parce qu'il y a des matchs qui ne sont pas intéressants. Rouge, parce que nous avons des matchs intéressants. Tous les petits matchs sont intéressants. Parce que moi, je ne peux pas veiller à 3 h du matin pour suivre le match Canada-Qatar, par exemple, qui a été joué hier nuit tard. Moi, je ne peux pas suivre un match à 3 h pour que lui trouve que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas parce que les Canadiens ont rossé les Qatarites 5-0 que ça n'a pas été un bon match. Moi, j'ai trouvé que les Qataris ont pris 5-0 parce que l'arbitre leur a donné 2 cartons rouges. Ils ont joué à 9 contre 11. C'est normal que celui qui joue à 9 prenne 5 buts par rapport à celui qui joue à 11. Mais moi, j'ai regardé le match et tous les matchs sont intéressants quand vous aimez le football. Alors, il a trop vite parlé. Donc, qui se la ferme. Rouge. Alors, nous sommes au terme et ce n'est pas fini. Et pour les pays, l'ensemble des pays africains qui sont quand même, qui ont rehaussé l'image de cette compétition au nom de l'Afrique. Le Congo, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cap-Vert, j'ai oublié, ils sont 10 quand même, ils sont 10 à être passés. Le Ghana et tous ces bons pays-là qui ont rehaussé l'image de l'Afrique, je les donne un verre. Donc, pour dire merci, continuez par nous honorer. Je vais vous suivre, je vais rester même à 3 h du matin s'il le faut, pour suivre vos prestations. Donc, vous privez de sommeil pour les faire plaisir. Ça me fait plaisir, c'est un bonheur la fête du football. Par contre, je donne un rouge à Cristiano Ronaldo pour dire quand on est pépé, on se repose, on laisse les jeunes jouer au ballon. Et j'espère que Lionel Messi, qui a 38 ans maintenant, 39 ans, dans
36 jours, 39 ans, qu'il ira se reposer aussi quand il aura 41. Qui n'attendent même pas d'avoir 41 comme Messi, comme les Cristiano Ronaldo pour aller se reposer. Parce que s'il ne le fait pas, je donnerai un rouge aussi. Quand les jeunes ne commencent pas à jouer, tu joues déjà au ballon avant d'avoir ton enfant. Ton enfant est devenu grand et joue déjà avec toi. Et tu continues pas à jouer. C'est pas normal. Cristiano Ronaldo, tu nous as fait rêver. On t'a aimé, on t'a adoré. Écoute, toi et moi, déjà, on est pépé. Rouge, va te reposer. Merci. Alors, c'est bon, vous avez fini avec les cartons. Vous nous permettez de sortir du terrain maintenant, monsieur l'arbitre. J'ai fini. Merci, Zaket Latoundji, pour cet exercice qui clôt le point levé de ce vendredi soir. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle soirée en compagnie de nos différents programmes télé sur USAE TV. Et à demain pour Info Hebdo, Free Week et la suite. Et portez-vous bien. Félicitations à monsieur Kader Achirou pour sa soutenance aujourd'hui. Hein. Il faut que tu aies faim, plus de savoir que tu as fait une brillante présentation aujourd'hui pour un master en communication politique. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Zaket Latoundji une fois encore. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle sur le programme sur USAE TV. On se retrouve demain matin pour Info Hebdo par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.